Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du samedi 4 octobre 2025. Dans les actualités de ce jour, un coup d'État n'est pas une solution mais engendrera une crise qui ne sera pas vivable pour Madagascar, a affirmé le syndicat national des administrateurs civils et les représentants des grands corps de l'État qui ont rencontré le président de la République de Madagascar au palais d'État à Diavlou. Ces syndicats ont également apporté des propositions et des pistes de solutions au président Andrazil, lequel a reconnu qu'il existe effectivement des lacunes à combler dans la gestion des affaires publiques du pays. Reportage. Le syndicat national des administrateurs civils de Madagascar, reçu ce jour par le président de la République au palais d'État Diavlou, a réaffirmé qu'un coup d'État n'est en aucun cas une solution pour le pays, mais au contraire une voie qui prolongerait immédiatement le pays dans la crise. Selon eux, seul le respect de l'ordre institutionnel prévu par la Constitution constitue une garantie pour sortir de la situation actuelle. Ils ont également formulé des suggestions concernant la nomination du Premier ministre ainsi que des membres du gouvernement, tout en apportant leur soutien au président Andrazil face au contexte politique en cours. Pour sa part, le président Andrazil n'a reconnu l'existence de manquements et de lenteurs dans la gestion des affaires publiques, ce qui retarde l'application des solutions déjà engagées, notamment dans les secteurs de l'électricité et de l'eau qui figurent parmi les principales revendications actuelles. Le Synad et le président Andrazil ne partagent cependant la même position, ne pas déroger au cadre constitutionnel et rejeter toute tentative de coup d'État. Le chef de l'État a rappelé que de nombreux projets représentant des centaines de millions de dollars ne pourraient pas être poursuivis si Madagascar sortait du cadre institutionnel prévu par la Constitution. Cela faisait longtemps que les administrateurs civils souhaitaient rencontrer le président de la République, selon leur déclaration, et cette rencontre s'est concrétisée aujourd'hui. Les deux parties ont échangé et cherché ensemble des solutions pour la gestion du pays. Il est à noter que le syndicat national des administrateurs civils de Madagascar, ou SYNAD, regroupe environ 600 membres dans tout le pays. Restons toujours au palais d'État Diavlou, 200 milliards d'ariars, c'est l'estimation des destructions des biens ainsi que des pillages survenus dans la nuit du 25 septembre dernier, selon la déclaration faite aujourd'hui par le président de la République devant les opérateurs économiques reçus au palais d'État Diavlou. Le président Andrazil et l'État se tient aux côtés des opérateurs économiques malagasy. Il a réaffirmé sa volonté de recueillir toutes les propositions visant à redresser le pays. Un conseil économique et social ou CES, conformément à la Constitution, sera ainsi mis en place. Le chef de l'État a également rencontré les organisations de la société civile aujourd'hui. Reportage. Le président de la République de Madagascar a rencontré, écouté et recueilli les propositions des acteurs du secteur privé regroupés au sein du GEM, du CIM, du FIFPAMA, ainsi que des représentants des autres groupements d'opérateurs économiques, aujourd'hui au palais d'État Diavlou. Ces opérateurs économiques malagasy ont été directement touchés par les pillages et leurs conséquences sur la situation nationale actuelle. 200 milliards d'ariars, c'est le montant estimé des pertes après la destruction de biens et les pillages dans la nuit du 25 septembre dernier, a déclaré le président Andrazil. Face à la situation actuelle, les opérateurs économiques ont défini des priorités sectorielles pour permettre une relance. Ils ont souligné que la sécurité constitue la première garantie d'un redressement, aux côtés de la confiance mutuelle, de la solidarité et de l'écoute réciproque. Ils ont également réaffirmé leur ouverture à la collaboration avec tous les secteurs du pays afin de contribuer ensemble à ce redressement. Premièrement, et c'est un point essentiel, surtout actuellement, et qu'on a déjà mentionné dans une lettre que nous avons transmise, c'est le fait qu'il est crucial de sécuriser les personnes et les biens, parce que c'est la condition sine qua non à la continuité et à la reprise des activités, ainsi qu'au rétablissement d'un climat de confiance. Sécuriser les biens, déjà les personnes et les biens, sans quoi il n'y aura pas de continuité ni de relance d'activité. Deuxième point, il nous paraît important également de garantir les libertés d'expression et de circulation en favorisant un dialogue apaisé et un encadrement responsable des manifestations afin d'éviter toute escalade de la violence qui affecterait, et c'est là où on rentre en jeu, qui affecterait également le fonctionnement des entreprises. Pour la suite, par anticipation, 3 propositions concrètes et pragmatiques sont également énoncées. Première proposition,
Maintenir l'attractivité du pays et la confiance des investisseurs par une gouvernance économique claire et prévisible. Il n'y a aucun investissement dans un pays s'il n'y a pas la confiance. Je crois que nous sommes tous d'accord. Donc la confiance doit être, je dirais, renforcée, rétablie, parce que tout pays en crise, malheureusement, affecte, je dirais, l'attractivité du dit pays. Intégrer les conséquences socio-économiques de la crise actuelle dans l'élaboration de la loi de finances 2026 afin de soutenir les entreprises, les ménages les plus touchés. On ne peut pas raisonner de la même manière concernant la loi de finances 2026 avant et après ou pendant la crise. Nous sommes disposés, je me permets de parler au nom de tous les groupements patronaux, groupements professionnels, nous sommes prêts à discuter, à échanger avec les partenaires internationaux dans ce cadre-là. Le chef de l'État a pour sa part affirmé que le gouvernement et le secteur privé travailleront ensemble pour trouver des solutions en vue du redressement de l'économie nationale. Le Conseil économique et social, ou CES, prévu par la Constitution, sera également mis en place pour recueillir toutes les doléances et les propositions. Le président de la République a aussi reçu en fin d'après-midi les organisations de la société civile au Palais d'État d'Yavlou. Restons toujours dans ce contexte, un cyberpropagande criminelle frappe actuellement Madagascar dans le cadre d'une cyberattaque selon les explications d'un technicien interrogé par nos journalistes. Le phénomène découle de la manipulation des algorithmes entraînant une pression sur la diffusion d'informations via les réseaux sociaux. Cela mène à ce que l'on appelle une manipulation de masse, comme l'a déjà dénoncé le président de la République, André Rajoelina, hier. Reportage. En ouvrant les réseaux sociaux actuellement à Madagascar, ce sont les incitations à la violence et au désordre qui dominent les fils d'actualité. Les contenus diffusés ne montrent que destruction et effondrement du pays. Madagascar est dépeint en plein chaos, même à travers de nouveaux comptes Facebook créés localement. Or, cette situation n'apparaît pas par hasard, tout part des algorithmes propres à chaque plateforme. Ces algorithmes déforment l'image du pays et la présentent comme un État en ruine, selon un technicien interrogé qui a préféré garder l'anonymat. Toujours d'après l'analyse de ces experts, Madagascar est victime d'attaques numériques ou cyberattaques constituées essentiellement de désinformation, de pression sur la circulation de l'information et de manipulation de masse. Les réseaux sociaux deviennent alors de véritables armes servant à inciter à la révolte ou au renversement du pouvoir. Ils ne se contentent pas de propager la peur, mais imposent aussi une image d'un pays dégradé et en faillite, à la fois aux yeux de la population et de la communauté internationale. La génération Z, grande consommatrice d'Internet et des réseaux sociaux dans sa vie quotidienne, est la première cible de ces manipulations, devenant malgré elle un outil pour des intentions malveillantes. C'est dans ce contexte qu'apparaît la cyberpropagande criminelle. Ce phénomène n'est pas nouveau et a déjà été observé dans d'autres pays. En France, par exemple, on qualifie ce genre d'action de cyber-djihadisme. Dans l'Union européenne, un cas marquant avait été surnommé Portal Kamba, un exemple frappant de manipulation de masse. Dans ce type de cyberattaque, les responsables ne se limitent pas à répandre des fausses informations, ils construisent de véritables réseaux stratégiques organisés. On retrouve ce qu'on appelle des usines à trolls ou fermes numériques, regroupant des milliers de personnes ou de robots numériques, diffusant en continu des contenus orientés vers un même objectif. En quelques heures seulement, ils peuvent saper la confiance des citoyens et provoquer un climat de chaos. Les experts techniques alertent sans mesure de protection, ces cyberattaques risquent d'entraîner de lourdes conséquences dans la vie nationale. Elles ébranlent la confiance dans les réseaux sociaux, pourraient aussi avoir des effets directs sur la stabilité politique et sur l'économie. La responsabilité ne repose pas uniquement sur le gouvernement. Les journalistes, tout comme les simples utilisateurs des réseaux sociaux, doivent également s'engager dans cette lutte contre la cyberpropagande criminelle.
Nous ne voulons pas de troubles, laissez le peuple vivre en paix attendant les élections de 2028, ont scandé aujourd'hui de nombreux citoyens. Des milliers de personnes ont brandi des pancartes et organisé une marche aujourd'hui pour réclamer le retour au calme dans le pays, particulièrement dans la capitale Antananarivo, face aux troubles qui se sont succédés, notamment aux 67 hectares, à Mbandi ou encore du côté d'Inkonjano. Ces mouvements perturbent leurs activités, l'enseignement et risquent même, selon les habitants, d'entraîner une dégradation de la situation sociale. Reportage de Vanessa Mirai, Aniana Martina sur les images de Daranjiansu, Sechanjanap et Asnara Fanzanari. Laissez le président travailler, non au coup d'État, nous voulons un pays en paix. Tels étaient les slogans répétés et visibles sur les pancartes brandies, aussi bien du côté des 67 hectares qu'à Ntsakavir ce matin. Les habitants affirment que ces manifestations menées par des groupes de jeunes perturbent gravement la vie quotidienne. Ils rappellent que le président avait déjà lancé un appel au dialogue, mais qu'il est clair selon eux que des manifestants cherchent délibérément à semer le désordre et à déstabiliser le pays. Le coup d'État ne peut pas être bénéfique pour le pays. En l'espace d'une semaine seulement, les mouvements de grève ont déjà causé de nombreux effets néfastes, notamment la perte de nombreux emplois ainsi que la destruction de biens et des moyens de subsistance, ont témoigné des citoyens. Selon la plupart des citoyens interrogés, le président de la République Andry Rajoelina doit aller au bout de son mandat. Ceux qui souhaitent diriger le pays pourraient exprimer leur ambition à travers les élections de 2028. Les élèves ne peuvent pas suivre leurs cours, le commerce est paralysé, certains ont même perdu leur emploi cette semaine, se sont-ils plaints. Ils redoutent également un accroissement de la pauvreté, surtout si cela devait déboucher sur un coup d'État. Les habitants venus d'autres districts comme Ambatlampi ont aussi rejoint la manifestation. Des milliers de personnes ont donc défilé aujourd'hui pour exprimer leur opposition au coup d'État et réclamer le retour à l'ordre. Dans le 1er et le 4e arrondissement, les habitants sont partis des 67 hectares, passant par Adavamambe et Apeflou, ou encore du côté d'Inkonjano, avant d'être stoppés par les forces de l'ordre. Ces dernières ont maintenu l'organisation prévue et les manifestants ont fini par rentrer chez eux. Même cas pour les habitants d'Avaradjane du 2e arrondissement qui s'étaient rassemblés du côté d'Ambandi. Toujours autour de ce contexte dans le pays, le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM, se positionne comme médiateur face à la situation actuelle au pays, selon la déclaration qu'il a publiée. Il se dit prêt à ouvrir ses portes pour écouter toutes les parties afin d'aboutir à un dialogue et à des échanges constructifs. Le FFKM a également lancé un appel à toutes les églises à travers la Grande Île ainsi qu'à l'étranger pour élever des prières en faveur de Madagascar. Reportage de Aniana Martina et Sechanjanap. Le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM, a publié hier une déclaration face à la situation actuelle dans le pays, et surtout en réponse aux sollicitations de plusieurs acteurs. Le FFKM affirme dans ce texte son rôle de médiateur et se dit également disposé à ouvrir ses portes pour écouter en vue de parvenir à un dialogue ou à des échanges. Le calme est toutefois nécessaire pour permettre la tenue de ces échanges, souligne encore cette déclaration du FFKM. L'organisation appelle toutes les églises à travers le pays, ainsi que celles de la diaspora, à élever les prières pour Madagascar. Demain, dimanche 5 octobre, est la date fixée par le FFKM pour la tenue de cette prière nationale pour le pays. Et les monates appellent une fois de plus à instaurer le calme et à privilégier l'intérêt commun dans une déclaration faite aujourd'hui. Malgré les manifestations observées dans certains quartiers de la capitale et dans d'autres régions, la journée du 3 octobre s'est généralement déroulée dans le calme. Les forces de l'ordre poursuivent leur mission de maintien de la sécurité, de protection de la libre circulation des citoyens et du bon déroulement des activités de la population. Selon les explications face à cette situation, les monates a affirmé qu'il appliquera la loi à l'encontre de toute personne impliquée dans des actes de violence ou de pillage et qu'il continuera à protéger la vie de la population ainsi que l'approvisionnement en produits de première nécessité.
Dans un tout autre sujet, toujours dans les actualités locales, une somme de 10 millions d'ariars a été allouée par le parti politique Haven pour la réalisation d'actions sociales dans la commune d'Ampasquel cette année. Ce financement a permis la réhabilitation des infrastructures de l'EPP et du CEG de la localité, ainsi que l'appui en fourniture scolaire pour les élèves. L'objectif est d'encourager les parents à scolariser leurs enfants. Reportage de Senra Nirland. Au total, 500 élèves de l'EPP ainsi que 300 élèves du CEG ont bénéficié de fournitures scolaires offertes par le parti Haven lors de la rentrée scolaire 2025-2026. Des travaux de réhabilitation ont également été entrepris pour restaurer les salles de classe endommagées, portes, fenêtres, escaliers, panneaux signalétiques de l'école, etc. Le maire, élu sous la bannière de l'IRMAR, a lancé un appel à la solidarité de la diaspora, soulignant que leur appui constitue un levier essentiel pour le développement local. Cette initiative a été menée pour venir en aide aux parents confrontés aux difficultés d'achat de fournitures scolaires, mais aussi pour motiver les enfants à persévérer dans leurs études, car l'avenir de la nation repose sur eux. La cérémonie de remise a été honorée par la présence de l'équipe de la circonscription scolaire d'Amparafaravoul, conduite par le chef Cisco et le chef ZAP Anjeba Kel, Atimo Ampasquel, les directeurs de l'EPP et du CEG d'Ampasquel, le bureau du FRAM, l'ensemble des enseignants, les parents d'élèves, les élèves, ainsi que les représentants du parti Haven. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le processus d'intégration dans l'armée syrienne post-Assad de miliciens, notamment kurdes, s'avère difficile malgré un accord politique remontant au mois de mars. Les choses traînent en longueur, les négociations sont difficiles et stagnent et des incidents sécuritaires compliquent le processus. Dans la province de Der ez-Zor, les forces armées du nord-est à dominante kurde et l'armée syrienne se font face. France 24. L'Euphrate scinde en deux la province de Der ez-Zor et matérialise à présent la fracture entre la région autonome du nord-est syrien et les zones tenues par le nouveau régime de Damas. Seul lien entre ces berges, un étroit pont réservé aux civils. Les forces armées, elles, se regardent en chiens de faïence. Les points de contrôle du gouvernement de transition sont sur la rive ouest. Il n'y a aucune coordination. Nous prenons nos propres mesures avec nos forces armées en déployant nos checkpoints et en restant vigilants. La signature d'un accord entre Damas et le nord-est syrien en mars dernier a éveillé un espoir de réunification de la Syrie. Il promettait l'intégration de toutes les forces armées sous un même étendard. Depuis, les habitants attendent et se désespèrent. Le centre-ville est de l'autre côté alors que la plupart des villages se trouvent de ce côté. Ça a un impact sur tout, la plupart des services sont en ville. Et le passage n'est pas toujours ouvert donc ça ne fonctionne pas. Ici, l'idée d'une coopération est un sujet sensible. Depuis mai, le commandant des forces armées en face est Abu Hatem el-Sharqa, leader d'une faction armée soutenue par la Turquie. Il est accusé d'être associé à des crimes de guerre. Le problème pour nous, c'est que nous sommes en conflit personnel avec Abu Hatem el-Sharqa. Il a tué l'une de nos camarades sur la route là-bas et c'est comme si on fermait les yeux sur ces groupes. Cette absence de coordination fragilise la situation sécuritaire de la province et le groupe État islamique semble en profiter. Le matin même, 5 soldats kurdes ont été tués dans une embuscade qui leur a été attribuée. Depuis un mois, nous augmentons les patrouilles. Après le renversement de Bachar, ça a créé un vide et les cellules de Daesh ont commencé à agir de plus en plus, par petits groupes, à moto. Ils nous tirent dessus au sniper et puis ils s'enfuient. Plus de 150 attaques ont été recensées depuis le mois de décembre. Pendant que la situation sécuritaire se dégrade, l'avenir de la région se joue ailleurs. Des comités techniques ont été formés pour définir les termes de la réunification. Mais les négociations stagnent et beaucoup de questions restent sans réponse. Nous avons une armée séculaire dans le nord-est syrien. Mais dans les zones contrôlées par le gouvernement, l'armée a plutôt une idéologie islamique. Comment trouver un compromis entre les deux idéologies? En tant que partie prenante des négociations, nous devons accélérer le processus afin d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Les autorités du Nord-Est se disent prêtes à reprendre les pourparlers. Tous ont en tête le risque d'une escalade en cas d'échec.
Et les États-Unis resteront en situation de paralysie budgétaire au moins jusqu'à la semaine prochaine après l'échec vendredi d'un vote au Sénat sur une 4e proposition de budget présentée par les républicains de Donald Trump. En raison du blocage au Congrès, les États-Unis sont depuis mercredi en situation de shutdown. France 24. Juste avant un ultime vote au Sénat vendredi, l'allié de Donald Trump et président de l'autre assemblée, la Chambre des représentants, lance un dernier appel à ses opposants. S'il vous plaît, brisez le blocage pour que nous puissions faire notre travail. Ces paroles n'auront pas eu beaucoup d'impact. Pour la 3e journée consécutive, le shutdown continue. Les législateurs des deux camps n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur une proposition de budget. Les démocrates exigent la prolongation des prestations de santé. Les républicains, eux, refusent de s'engager tant que les administrations fédérales restent à l'arrêt. Plutôt que de collaborer avec nous pour mettre fin aux souffrances des Américains causées par le blocage du gouvernement, les républicains ont perdu une semaine, refusé de dialoguer et aggravé la souffrance de l'Amérique. Une impasse politique qui pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon les observateurs. Pourtant, le camp présidentiel accentue la pression et veut jouer la carte de l'opinion publique. Les situations de shutdown étant très impopulaires aux États-Unis, Donald Trump multiplie les menaces. Une large partie des centaines de milliers de fonctionnaires actuellement au chômage technique pourraient être licenciés. Des agences fédérales pourraient également être supprimées selon le président américain, qui dit voir dans cette situation de blocage une opportunité sans précédent pour ses coupes budgétaires. Et la Suède a renforcé son mécanisme de défense civile. Le but est d'impliquer l'ensemble des Suédois en cas d'agression ou de crise. France 24 nous en dit plus. Dans ce sous-sol et au fond de ce couloir, Martin Svenberg cache un secret bien gardé. Conserves, pâtes, condiments, nourriture lyophilisée. Ce Suédois fait partie des nombreux habitants du pays à se préparer à l'éventualité d'une guerre. Il a même fait des réserves sous son canapé. En cas de crise ou même de guerre, il est important que chaque individu dans notre pays sache qu'il est un acteur clé et qu'il doit se préparer à être un acteur clé en stockant de la nourriture et en s'assurant qu'il dispose d'eau et d'autres éléments qui rendent leur monde fonctionnel. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la Suède a renforcé son mécanisme de défense totale. Cette stratégie vise à impliquer l'ensemble de la société pour résister à une agression militaire, tout en maintenant les fonctions vitales du pays. Un ministre de la Défense civile a même été nommé. Dans ce cadre, et chaque année, la Suède organise une semaine de préparation annuelle. Adopter les bons gestes, acheter le bon matériel, cuisiner sans eau, c'est ce que ces Suédois sont venus apprendre dans ce salon. Je suis ici parce que je suis intéressée et je veux en apprendre plus sur la préparation que j'ai déjà commencé à faire chez moi. Je viens de Finlande où il y a eu la guerre et mes parents ont vécu la guerre. Selon une récente étude, 76% des Suédois se disent prêts à défendre leur pays dans le cadre de la défense civile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre l'intégralité de la série Fin de Feinte. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.